La guerre en Iran a donc éclaté samedi au petit matin par des frappes coordonnées par Israël et les États-Unis. S'en est suivi une riposte quasi immédiate de l'Iran, une riposte tous azimuts aussi vers les pays arabes de la région et aussi Israël. Prémisse d'un embrasement régional tant craint ces dernières semaines. Le baril de Brent se négocie à $78,85 en ce moment, à peu près 10% de plus que vendredi en clôture. Bonjour Patrice Geoffron, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à Paris-Dauphine, membre du Cercle des économistes et donc spécialiste de l'énergie et du pétrole. Alors vous étiez venu un peu en amont de cette attaque il y a environ un mois, quand les menaces se faisaient déjà fortes, pour nous dire qu'en cas de guerre, le baril pourrait doubler. On en était à peu près à $60. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à $120, mais à quelle échéance ? Alors déjà, ce qu'on observe, c'est que très vite, l'Iran a agité cette carte, maîtresse avec beaucoup de guillemets, évidemment, qui est celle de la menace sur de blocage du détroit d'Ormuz. Pour l'instant, on observe que des bateaux sont positionnés, ne bougent plus de part et d'autre du détroit, qui, comme son nom l'indique, est très étroit, à quelques dizaines de kilomètres. Les tensions sur les prix avaient déjà été anticipées, puisque au cours des dernières semaines, on avait observé une augmentation d'une dizaine de dollars et qui s'est poursuivie ce lundi avec des niveaux qui restent modestes. On vient flirter avec les 80 dollars. Pour la suite, il y a une grande incertitude. Est-ce que finalement ces menaces telles qu'on les observe à l'heure actuelle sont une manière de conduire les Américains à baisser d'intensité, ou est-ce qu'il y a une réelle volonté de bloquer le détroit, par exemple en s'attaquant et en faisant couler des pétroliers? C'est une éventualité, en posant des mines. C'est dans ce type de scénario qu'on pourrait observer une montée du prix du baril au-delà de 100. Pour mémoire, c'est ce qu'on avait observé à l'été 2022, au début de la guerre d'agression russe en Ukraine. Le prix du baril était monté à 130 pour une période relativement courte. Ce scénario ne peut être exclu, évidemment, dans l'état actuel des choses. Oui, on va revenir sur les risques sur le commerce mondial, mais d'abord, il y a eu une réunion de l'OPEP+, aussi ce week-end, qui a augmenté la production de pétrole plus que ce qui était attendu. On attendait environ plus 130 000 barils, c'est plus 200 000 barils. Est-ce que c'est quand même une forme de crainte vis-à-vis de l'offre ? C'est un petit signal qui est envoyé, mais qui de fait ne dit pas grand-chose, parce que, comme vous l'avez souligné, on a un doublement de 130 000 barils par jour à 260 000 barils, mais ce qui est en jeu avec le blocage du détroit d'Ormuz, c'est 20 millions de barils par jour. Et puis par ailleurs, il y a une partie des marges de manœuvre qui seraient susceptibles d'être activées, notamment du côté de l'Arabie Saoudite, qui sont emprisonnées du fait du blocage du détroit. Donc c'est plutôt un signal qui est destiné à ne pas provoquer d'affolement et une volonté de dire que si le commerce devait reprendre, eh bien, il y aurait une production OPEP+ susceptible d'augmenter. Mais ça n'a pas d'incidence à court terme. Et l'incendie sur une raffinerie de Saudi Aramco ce lundi matin, Ras Tanura, une raffinerie qui a été fermée par précaution. Est-ce que là aussi ça peut être un signe qui fasse exploser le prix, ou alors on peut se dire qu'en fait l'Arabie Saoudite va répartir sa production et l'augmenter sur d'autres raffineries? Alors, exploser le prix, sans doute pas. En revanche, et on le voit bien, la stratégie de l'Iran, c'est de mettre de la tension, donc via la logistique du pétrole, donc son transport, mais également en s'attaquant à des infrastructures, et très symboliquement en Arabie Saoudite. Donc, les dégâts qui pourraient être provoqués dans ce domaine, selon évidemment leur amplitude, sont susceptibles d'avoir un impact plus durable sur le prix du pétrole, alors sans modifier la donne et sans à eux seuls expliquer un doublement du prix du baril ou une augmentation du prix du baril au-delà de 100. Mais très concrètement, s'il fallait exporter du diesel par exemple et vers l'Europe, remettre en fonctionnement une raffinerie ou des raffineries, eh bien on peut tout à fait comprendre aisément que ça prendrait plus de temps que de libérer un chenal qui est le chenal qui est dans le détroit d'Ormuz.
Là, c'est vrai que tout va dépendre encore de la riposte iranienne. Quel est le scénario préféré des investisseurs quant à ce qui va se passer en Iran? Là, l'ayatollah Khamenei est mort ce week-end, il a été tué dans les premières frappes. Est-ce que les investisseurs préfèrent un changement de régime en Iran, avec l'Iran qui reviendrait progressivement dans le jeu mondial et donc le jeu des exportations aussi de pétrole? Ou alors est-ce qu'on préfère que les choses se calment et se stabilisent peut-être à l'état actuel? Alors, je ne sais pas très bien ce que pourrait être une stabilisation à l'état actuel, parce qu'on parle quand même là d'un pays dont le haut commandement et religieux et militaire a été... Des négociations avec les États-Unis, par exemple. Oui, alors c'est ce que Trump essaie de mettre en avant, en particulier parce que lui, de son côté, la pire des choses, ce serait une guerre dans laquelle ils ne parviennent pas à faire état d'avancées, dont ils puissent se prévaloir aux États-Unis et qui créerait une tension durable sur les prix du baril, parce que à ce moment-là, mécaniquement aux États-Unis, le prix à la pompe augmenterait. Et à l'abord, à quelques mois des midterms, et c'est une menace essentielle pour Donald Trump qui avait promis de ramener le prix du gallon de 3 dollars à 2 dollars. Donc ces tensions, elles peuvent durer le temps d'une blitzkrieg, si on peut dire, et c'est très probablement le plan de Trump. Si elles avaient vocation à durer, eh bien, on serait à ce moment-là dans un cas de figure très différent, en particulier parce que le soutien de l'électorat à cette action est très faible. Donc c'est très différent, évidemment, de frapper, d'enlever et de mettre sous les verrous Maduro au Venezuela avec un impact très marginal sur le prix du baril, que de s'engager durablement dans un conflit dans cette zone. Donc il me paraît très très douteux que la situation puisse s'étendre sur la durée. En revanche, le pari qui est fait par les États-Unis, en tout cas c'est leur espoir, c'est que les Iraniens, si on peut dire, puissent prendre leur destin en main et se saisir de l'opportunité qui leur est offerte là. Mais je ne sais pas très bien ce que ça signifie en termes de réorganisation d'un pays aussi grand, aussi complexe, aussi fragmenté en termes sociopolitiques que ça n'est le cas à l'heure actuelle. Donc il est douteux que une fois la paix revenue, et même dans le cas d'un changement de régime, il est douteux qu'on évite une forme de chaos tel qu'on a pu le vivre ailleurs, et notamment au moment des différentes guerres en Irak. Alors, on va se demander aussi le risque sur le reste de la région. On a vu qu'il y avait un autre front qui s'était réveillé au nord d'Israël avec le Liban et le Hezbollah. Il y a aussi un risque sur le détroit de Bab el-Mandeb. Ça, c'est au sud de l'Arabie saoudite, à la sortie de la mer Rouge. Et d'ailleurs, l'Union européenne a renforcé sa surveillance dans la zone. C'est le détroit jumeau d'Ormuz et c'est lui qui mène vers la Méditerranée avec le canal de Suez. Là aussi, est-ce qu'il y a un vrai risque que les Houthis, les rebelles donc du Yémen, réussissent à encore attaquer des navires et à perturber vraiment le commerce dans la zone? Oui, alors là, on est en présence d'un risque d'une nature un peu différente, puisque finalement, il ne s'agit pas d'entraver le pétrole, il est coincé. Mais en revanche, c'est une artère essentielle du commerce mondial, puisque ce sont les flux qui ont vocation notamment à arriver jusqu'au port de la Méditerranée, et donc vers nous-mêmes, via le canal de Suez. Ce dont on peut faire état, c'est quand même de la détermination à différents moments des Houthis à organiser une forme de guérilla au cours de ces dernières années. Ce que l'on sait également, c'est que et les Américains et les Européens ont déployé des moyens dans cette zone de telle manière à ne pas entraver le commerce. Mais à nouveau, on va se retrouver face à une problématique assurantielle. Imaginons un scénario dans lequel un transporteur de containers serait endommagé. Eh bien, à ce moment-là, il y a à minima des risques économiques qui relèvent des mécanismes d'assurance. Et c'est ce qu'on observe également, évidemment, et ce qu'on observera sans doute pour un moment sur le pétrole et sur le gaz, qu'on pourrait observer pour d'autres types de marchandises. S'il devait y avoir une entrave dans la mer Rouge, le scénario tel qu'on l'a vécu à différents moments ces dernières années, c'est l'obligation de contourner l'Afrique pour arriver jusqu'à la Méditerranée ou jusqu'à l'Europe, et à ce moment-là, évidemment, avec des délais et des coûts qui se ressentiront d'une manière ou d'une autre. Oui, ça c'est vrai, c'est ce qu'ont déjà annoncé dans le week-end, notamment l'armateur CMA CGM ou encore Maersk. Est-ce que ça veut dire qu'on peut retrouver des goulets d'étranglement, un peu comme on avait eu pendant le Covid, avec des marchandises qui mettent tellement de temps à arriver que ça crée des pénuries?
Alors, en tout cas, sinon des pénuries, mais des délais, et selon les différents scénarios du conflit, on peut imaginer j'allais dire, de la violence économique. D'imaginer quelque chose qui soit l'équivalent du Covid et avec des effets aussi structurants pendant une période de plusieurs mois, et puis surtout avec une difficulté à remettre ensuite en fonctionnement des chaînes logistiques, ça j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. En revanche, et ça nous ramène au début de la conversation, qu'il y ait dans un scénario maximaliste la volonté de l'Iran d'entraver durablement le détroit d'Ormuz et à ce moment-là d'infliger de lourdes conséquences Mm. économiques sur les pays de la zone et puis sur les pays importateurs dans l'état de tension qui a été atteint ce week-end et compte tenu de ce qui a été voilà, réalisé par les Américains et les Israéliens, il me semble qu'on ne peut rien exclure en Mhm. mettant néanmoins un bémol à ce que je viens d'indiquer, à savoir que ce faisant, l'Iran se pénalise également. Évidemment, puisque son pétrole, notamment, et qui va assez massivement vers Mm. l'Asie et vers La la Chine. Chine, il doit franchir ce même détroit. Et donc on est là dans alors un poker menteur, peut-être pas, mais en tout cas, ce qui va être déterminant, c'est d'observer dans quelle mesure, au-delà de la menace de ce week-end, les Iraniens sont prêts à aller au-delà. À ce moment-là, avec des conséquences qui seront également délétères sur l'économie iranienne, d'ores et déjà très fragilisée. Oui, parce que le régime iranien a indiqué qu'il n'avait pas de limite. On peut s'inquiéter de ce jusque-boutisme, mais il a des limites aussi économiques, effectivement, si le pétrole ne s'exporte plus vers la Chine. Merci beaucoup, Patrice Geoffron, pour toutes ces explications. Et je rappelle que vous êtes professeur d'économie à Paris-Dauphine. Merci à vous. Au revoir.